Harry Potter et les méthodes de la rationalité, chapitre 53. L'expérience de la prison de Stanford, partie 3. Le cadavre d'une femme ouvrit les yeux, et les orbes éteints et creusés regardèrent dans le vide. Folle, marmonna Bellatrix d'une voix brisée. Il semble que petite Bella devient folle. Le professeur Quirrell avait calmement et précisément expliqué à Harry comment agir en présence de Bellatrix, comment créer le faux semblant qu'il devrait maintenir dans son esprit. Vous avez trouvé opportun ou peut-être amusant de rendre Bellatrix amoureuse de vous, de la lier à votre service. Cet amour aurait survécu à Azkaban, avait dit le professeur Quirrell, car pour elle, il ne constituait pas une pensée heureuse. Elle vous aime totalement, absolument, de tout son être. Vous ne le lui rendez pas, mais vous le trouvez utile. Elle le sait. Elle était l'arme la plus mortelle que vous possédiez, et vous l'appeliez chère Bella. Harry se souvint de la nuit où le Seigneur des Ténèbres avait tué ses parents. L'amusement froid, le rire méprisant, la voix haute perchée, faite de haine mortelle. Il ne semblait pas difficile de deviner ce que le Seigneur des Ténèbres dirait. « J'espère que vous n'êtes pas folle, chère Bella, » dit le murmure glacé. « La folie n'est pas utile. » Les yeux de Bella scièrent, ils essayèrent de se mettre au point sur le vide. « Mon Seigneur, je me suis rendu là où vous m'avez dit de vous attendre, mais vous n'êtes pas venu. Je vous ai cherché, mais je n'ai pas pu vous trouver. Vous êtes en vie. » Tous ces mots provenaient d'un bas marmonnement, et s'il y avait là la moindre émotion, Harry ne pouvait pas la détecter. « Montrez-lui votre visage, » siffla le serpent au pied de Harry. Harry rejeta le capuchon de la cape d'invisibilité. La partie de lui-même à laquelle il avait donné le contrôle de ses expressions faciales regarda Bella sans la moindre trace de pitié, avec seulement un intérêt froid et calme, alors qu'au fond de lui-même, il songeait « je vous sauverai quoi qu'il en coûte ». « La cicatrice !» marmonna Bellatrix. « Cet enfant !» C'est ce qu'ils pensent tous, dit la voix de Harry, et il émit un léger gloussement. « Vous m'avez cherché au mauvais endroit, chère Bella. » Harry avait demandé au professeur Quirrell pourquoi ce ne serait pas lui qui jouerait le rôle du Seigneur des Ténèbres, et le professeur Quirrell avait fait remarquer qu'il n'y avait aucune raison plausible pour laquelle il serait possédé par l'ombre de celui dont il ne faut pas prononcer le nom. Les yeux de Bellatrix restèrent fixés sur Harry, et elle demeura coite. « Dites quelque chose en fourche-langue, » siffla le serpent. Le visage de Harry se tourna vers le serpent afin de clairement montrer qu'il s'adressait à celui-ci, et il siffla. « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. » Il y eut une pause. « Ceux qui ne craignent pas les ténèbres, » murmura Bellatrix. Le serpent siffla. « Seront consumés par elle. »« Seront consumés par elle, » chuchota la voix glaciale. Harry n'avait pas particulièrement envie de réfléchir à la façon dont le professeur Quirrell avait obtenu ce mot de passe. Son cerveau, qui y pensa quand même, suggéra que cela avait nécessité un mange-mort, un lieu silencieux et isolé, et de la légilimencie à coups de barre de fer. « Votre baguette, » murmura Bellatrix. « Je l'ai cachée dans le cimetière, Seigneur, avant de partir, sous la tombe à droite de celle de votre père. Me tuerez-vous maintenant si c'est tout ce que vous vouliez de moi? Je pense que j'ai toujours voulu que ce soit vous qui me tuiez, mais je ne peux m'en souvenir à présent. Ça devait être une pensée heureuse. » Le cœur de Harry se tordit dans sa poitrine. C'était insupportable, et il ne pouvait pas pleurer. Il ne pouvait pas laisser son patronus se faiblir. Son visage laissa apparaître un soupçon d'agacement et sa voix fut tranchante. « Assez d'idiotie. Vous allez venir avec moi, chère Bella, à moins que vous ne préfériez la compagnie des détraqueurs. » Le visage de Bellatrix tressaillit sous le coup d'une brève incompréhension, mais les membres ratatinés ne bronchèrent pas. « Vous devrez la faire léviter jusqu'à la sortie, » siffla Harry au serpent. « Elle ne peut plus songer à s'enfuir. »« Oui, » siffla le serpent, « mais ne la sous-estimez pas. Elle était la plus mortelle des guerrières. » La tête verte s'inclina en signe d'avertissement. « Il serait sage de me craindre, enfant. Même si j'étais affamé et mort au 19e, méfiez-vous d'elle. Ne permettez à aucune faille d'apparaître dans votre jeu. » Le serpent vert glissa élégamment jusqu'au couloir, et peu après un homme au teint cireux et à l'air effrayé peint sur son visage barbu entra d'un pas servile dans la pièce, baguette en main. « Seigneur » dit le serviteur d'une voix hésitante. « Faites ce que l'on vous avait dit de faire, » dit le Seigneur des Ténèbres de sa voix glaciale, d'autant plus terrible qu'elle émanait du corps d'un enfant, « et ne laissez pas votre patronus vaciller. Souvenez-vous que si je ne reviens pas, vous n'aurez pas de récompense, et qu'il ne sera pas mis fin aux souffrances de votre famille avant longtemps. » Après avoir prononcé ces épouvantables paroles, le Seigneur des Ténèbres recouvrit sa tête de la cape d'invisibilité et disparut. Le serviteur ouvrit la porte de la cage de Bellatrix et tira une petite aiguille de ses robes, avec laquelle il piqua le squelette humain. L'unique goutte de sang qui fut ainsi produite fut rapidement absorbée dans une petite poupée, qui avait été déposée au sol, et le serviteur commença à psalmodier en chuchotant. Peu après, un autre squelette vivant se trouvait au sol, immobile, puis le serviteur sembla hésiter un instant, jusqu'à ce qu'un ordre impatient n'émane du vide. Le serviteur dirigea alors sa baguette vers Bellatrix, prononça un mot, et le squelette vivant sur le lit fut nu, et celui au sol fut vêtu d'une robe passée.
Le serviteur arracha un petit bandeau de tissu de la robe placée sur le faux corps, et de ses propres robes, l'homme effrayé produit une flasque en verre, vide, avec de petites traces d'un fluide doré encore accroché à sa paroi interne. La flasque fut cachée dans un coin, le bandeau de tissu déposé au-dessus de celle-ci, la couleur terne de ce dernier se fondant presque avec le mur de métal gris. Un autre mouvement de la baguette du serviteur fit flotter le squelette humain depuis le lit jusqu'aux airs, et presque du même mouvement, le corps fut recouvert de nouvelles robes noires. Une bouteille de lait au chocolat à l'air ordinaire fut placée dans sa main, et un chuchotement glacial ordonna à Bellatrix de s'en saisir et de la boire, ce qu'elle fit, son visage n'exprimant à présent rien d'autre que de la perplexité. Puis le serviteur rendit Bellatrix invisible, puis il se rendit lui-même invisible et ils partirent. La porte se ferma derrière eux, et le loquet fit un déclic, plongeant de nouveau le couloir dans les ténèbres, inchangé, mis à part une petite flasque posée dans le coin d'une cellule et un corps frais allongé sur le sol de celle-ci. Plus tôt, dans le magasin désert, le professeur Quirrell avait dit à Harry qu'ils allaient commettre le crime parfait. Sans réfléchir, Harry avait commencé à répéter les proverbes standards disant que le crime parfait n'existait pas, avant de vraiment y réfléchir pendant environ 2/3 de seconde, de se souvenir d'un proverbe plus sage et de fermer sa bouche à mi-phrase. Qu'est-ce que tu penses savoir ? Et comment penses-tu que tu le sais ? Si vous commettiez le crime parfait, personne ne le découvrirait jamais. Alors comment quiconque pourrait-il savoir qu'il n'y avait pas de crime parfait ? Dès que vous regardiez les choses sous cet angle, vous vous rendiez compte que des crimes parfaits étaient probablement commis en permanence, et que le médecin légiste marquait que la mort avait eu des causes naturelles, ou le journal écrivait que le magasin n'avait jamais fait beaucoup de profit et qu'ils avaient fini par faire faillite. Lorsque le corps de Bellatrix se fut trouvé dans la cellule le lendemain, là, dans la prison d'Azkaban, d'où, tout le monde le savait, on ne s'était jamais échappé, personne ne prit la peine de faire une autopsie, personne n'y songea 2 fois. Ils refermèrent juste la porte du couloir et partirent, et la Gazette du Sorcier le mentionna dans la rubrique nécrologique du lendemain. Ça, c'était le crime parfait que le professeur Quirrell avait prévu. Et ce n'est pas lui qui le fit foirer.